Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous décortiquons la vie des grands stratèges qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Vicente Rojo Luch, l'éminent général républicain qui a joué un rôle crucial durant la guerre civile espagnole. Un homme dont l'intelligence tactique et le leadership ont marqué la résistance face à l'adversité. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, laissez un like, commentez ce que vous pensez de ces décisions tactiques, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à Stratégos pour continuer à apprendre sur les grands génies de la guerre. Commençons l'histoire. Première partie. Jeunesse. Le 22 mai 1897, dans la vibrante ville de Valence, naît Vicente Rojo Luch, une figure qui jouera plus tard un rôle crucial dans l'histoire de l'Espagne. Son arrivée au monde survient à une période troublée pour le pays, marquée par la fin d'une ère et les prémices de grands changements sociaux et politiques. Vicente grandit au sein d'une famille de classe moyenne. Son père, un travailleur honnête, et sa mère, une femme dévouée à sa famille, lui inculquent dès son plus jeune âge les valeurs de l'effort, de la discipline et de l'engagement. Cette combinaison d'humilité et de détermination sera clé dans le caractère de Rojo tout au long de sa vie. Le contexte dans lequel grandit Vicente n'est pas facile. L'Espagne est dans une période de transition après la restauration bourbonienne en 1874. Bien que le pays tente de se stabiliser sous un système politique qui alterne le pouvoir entre libéraux et conservateurs, les tensions sociales et politiques bouillonnent sous la surface. La perte des dernières colonies en 1898, Cuba, Porto Rico et les Philippines, marquera un tournant dans l'identité nationale, plongeant le pays dans un sentiment de défaite et de questionnement existentiel. Malgré les difficultés du contexte, Vicente montre dès son jeune âge un intérêt inné pour les études et la discipline. Cet intérêt le mènera à poursuivre une carrière qui combine intellect et action. La vie militaire. Très jeune, il intègre l'Académie des ingénieurs de Guadalajara, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Espagne, qui forme les officiers de l'armée dans les domaines techniques et scientifiques. La décision de choisir la carrière militaire n'est pas fortuite. Dans une Espagne marquée par l'instabilité, l'armée est perçue comme une institution capable d'offrir ordre et stabilité, mais aussi une voie pour la mobilité sociale. Vicente le comprend et aborde sa formation avec une approche méticuleuse, se distinguant rapidement par son intelligence, son organisation et sa capacité d'analyse. À l'Académie, Rojo n'apprend pas seulement les aspects techniques de l'ingénierie militaire, comme la construction de fortifications ou la logistique de campagne, mais il développe aussi un profond intérêt pour la stratégie et la pensée tactique. C'est ici que commence à se profiler l'esprit brillant, qui deviendra plus tard l'un des stratèges les plus importants du XXe siècle. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, Vicente rejoint le corps des ingénieurs, un groupe d'élite au sein de l'armée espagnole. Ses premières années sont marquées par l'apprentissage pratique et l'adaptation aux exigences du monde militaire. Rojo démontre une habileté exceptionnelle pour la planification logistique, un aspect fondamental dans une armée qui lutte encore pour se moderniser après les revers subis au cours des dernières décennies. L'Espagne, à ce moment-là, fait face à des défis importants. Intérieurement, le système politique basé sur le Turno Pacífico, l'alternance entre partis politiques par le biais de la fraude électorale, commence à s'essouffler. Les tensions sociales, exacerbées par les inégalités économiques et les luttes ouvrières, se combinent à un mécontentement croissant dans les régions périphériques comme la Catalogne et le Pays basque. Au niveau international, l'impact de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, atteint l'Espagne, bien que le pays demeure neutre durant le conflit. Cette neutralité a des effets mitigés. D'un côté, elle permet un essor économique grâce à l'exportation de biens vers les nations belligérantes, mais de l'autre, elle creuse les divisions internes en favorisant de manière disproportionnée certains secteurs de la société. Durant ces années, Vicente observe attentivement les changements du paysage international. La guerre en Europe devient une école à distance pour des officiers comme lui,
qui étudie les innovations en matière de stratégie, de logistique et de technologie militaire. Rojo comprend que l'avenir de la guerre ne sera pas comme par le passé. Ce sera un conflit de mouvements rapides, de logistique efficace et de tactiques innovantes. Pour comprendre la formation de Vicente Rojo, il est fondamental de saisir le contexte dans lequel il grandit et se développe. L'Espagne, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, est un pays en crise. La défaite lors de la guerre hispano-américaine de 1898, connue sous le nom de désastre de 98, est un coup dévastateur pour le moral national. Avec la perte de Cuba, de Porto Rico et des Philippines, l'Empire espagnol, autrefois dominant, est réduit à son noyau péninsulaire et à quelques possessions mineures en Afrique. Ce déclin impérial engendre une profonde introspection dans la société espagnole, donnant lieu à des mouvements intellectuels comme la génération de 98, qui cherche à analyser les causes de la décadence du pays et à proposer des solutions pour sa régénération. Vicente grandit dans ce climat de remise en question et de recherche de renouveau, ce qui influence certainement sa mentalité réformatrice et son approche méthodique. Parallèlement, l'Europe du début du XXe siècle est un poudrier de tensions. La Première Guerre mondiale ne transforme pas seulement la carte politique du continent, mais introduit également de nouvelles manières de faire la guerre. Les tranchées, les chars, l'aviation et l'usage massif de l'artillerie changent à jamais les règles du conflit. Bien que l'Espagne ne participe pas directement à la guerre, l'armée espagnole n'est pas étrangère à ces transformations. Des officiers comme Vicente Rojo comprennent que l'avenir de la nation dépendra de sa capacité à s'adapter à ces nouvelles réalités. Cependant, cette modernisation est entravée par la crise politique interne et le manque de ressources. Pour 1920, Vicente Rojo s'est déjà révélé être un officier prometteur. Ses compétences techniques, combinées à sa capacité à analyser et à résoudre des problèmes complexes, le positionnent comme une figure montante au sein de l'armée. Cependant, il est encore loin d'imaginer le rôle crucial qu'il jouera dans les événements à venir. Les premières années de Rojo dans l'armée ne sont pas seulement une étape d'apprentissage personnel, mais aussi une période de préparation pour un pays au bord du gouffre. Les tensions sociales, la montée des mouvements ouvriers et les défis politiques marqueront les décennies suivantes en Espagne. Au milieu de ce panorama, Vicente Rojo émerge comme une figure qui combine la discipline militaire avec un esprit stratégique capable de relever les défis les plus importants. Cette première étape dans la vie de Vicente Rojo est un prélude à une carrière qui le mènera au cœur de certains des moments les plus critiques de l'histoire de l'Espagne. Sa formation et ses premières années dans l'armée ont jeté les bases du brillant stratège qui, des années plus tard, dirigera les forces républicaines lors de la guerre civile espagnole. Deuxième partie. La guerre civile espagnole. L'année 1936 marqua l'un des moments les plus critiques de l'histoire contemporaine de l'Espagne. Le pays vivait plongé dans un climat de tensions politiques, sociales et économiques qui semblait annoncer une issue inévitable. Depuis 1931, la proclamation de la Seconde République avait déclenché une vague de changements. Réformes agraires, droit du travail, laïcisation de l'État et une tentative de redistribution du pouvoir entre les classes sociales. Cependant, ces avancées suscitèrent une résistance féroce parmi les secteurs les plus conservateurs de la société, propriétaires terriens, militaires traditionalistes et l'Église. Dans ce contexte de polarisation, le 17 juillet 1936 éclata le coup d'État mené par un groupe de militaires, parmi lesquels Francisco Franco, Emilio Mola et José Sanjurjo. Bien que le soulèvement n'ait pas réussi à prendre immédiatement le contrôle de tout le territoire, il marqua le début de la guerre civile espagnole, un conflit qui diviserait le pays en deux camps adverses, le camp insurgé, connu sous le nom de franquiste, et le camp républicain, défenseur du gouvernement légitime. Pour Vicente Rojo Lluch, ce ne fut pas un moment de doute. Fidèle à ses principes de discipline et de loyauté institutionnelle, il se positionna clairement du côté de la République. C'était une décision lourde de risques, mais Rojo y voyait une cause juste. La défense de la légalité démocratique face à une rébellion qui menaçait de plonger le pays dans une dictature militaire. Avec le déclenchement de la guerre, Vicente Rojo
militaire de carrière doté d'une solide formation technique, fut rapidement mobilisé pour contribuer à l'effort républicain. Bien qu'initialement il travaillât à des tâches d'organisation et de planification, il dut bientôt faire face à la dure réalité du front. Dans les premiers moments du conflit, la désorganisation était palpable. Les forces républicaines étaient composées d'un amalgame de milices populaires, de syndicats, de partis politiques et de soldats de l'armée régulière restés fidèles. En revanche, les insurgés disposaient d'une structure militaire plus cohérente, en plus de l'avantage d'avoir une grande partie des officiers de l'armée dans leur rang. Rojo identifia rapidement le chaos comme le principal ennemi de la République. De sa position, il commença à travailler à l'organisation de la défense, appliquant ses connaissances techniques pour coordonner la logistique, renforcer les lignes défensives et garantir l'approvisionnement en ressources de base des troupes. Durant cette période, son aptitude à planifier et à anticiper les scénarios devint évidente, et sa réputation de stratège commença à grandir. Le gouvernement de la République comprit rapidement la nécessité de professionnaliser son effort de guerre. Dans ce contexte, Rojo Luch fut désigné pour diriger la réorganisation de l'armée républicaine, qui passa d'un conglomérat chaotique à une armée plus structurée, l'armée populaire de la République. Sous sa direction, des mesures furent mises en œuvre pour améliorer l'efficacité et la coordination des forces armées républicaines. Parmi elles, on peut citer la création de divisions mixtes, qui combinaient des unités d'infanterie, d'artillerie et de logistique. Rojo comprit que la guerre moderne ne se gagnait pas seulement par le courage, mais par la préparation et une stratégie bien définie. L'un de ses plus grands succès à cette époque fut la centralisation du commandement. Jusqu'alors, les milices populaires opéraient de manière indépendante, ce qui rendait difficile la coordination des opérations. Rojo, avec son approche méticuleuse caractéristique, réussit à intégrer ses forces dans une structure hiérarchique répondant à un commandement unique. Cette avancée, bien que non exempte de tensions politiques internes, permit à la République de faire face aux défis de la guerre avec une plus grande cohésion. Le talent de Vicente Rojo ne passa pas inaperçu. En 1937, il fut nommé chef d'état-major de l'armée de terre, un poste clé qui le plaçait à la tête de la stratégie globale de l'armée républicaine. Sa capacité à analyser des situations complexes, à anticiper les mouvements de l'ennemi et à organiser les ressources limitées de la République firent de lui une figure indispensable à la résistance républicaine. L'une des campagnes les plus emblématiques sous son commandement fut la bataille de l'Èbre en 1938. Cette offensive, bien que n'ayant finalement pas réussi à changer le cours de la guerre, représenta un moment crucial pour les troupes républicaines. Rojo conçut l'opération avec une précision quasi chirurgicale, cherchant à gagner du temps et à alléger la pression sur la Catalogne. Malgré les difficultés, la bataille démontra la capacité des forces républicaines à maintenir une résistance ferme face à un ennemi mieux équipé et soutenu par des forces internationales, comme celles de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Au fur et à mesure que la guerre progressait, les difficultés pour la République se multiplièrent. L'isolement international, le manque de ressources et la division interne entre les différents groupes politiques affaiblissaient le camp républicain. En revanche, les franquistes bénéficiaient du soutien décisif d'Hitler et de Mussolini, qui fournirent des troupes, des armes et des avions. Vicente Rojo fit face à ces défis avec une détermination inébranlable. Dans ses plans stratégiques, il chercha à maximiser les ressources disponibles et à s'adapter aux circonstances changeantes du conflit. Cependant, la réalité était implacable. L'usure progressive des forces républicaines et les défaites dans des batailles clés rendaient de plus en plus difficile le maintien du moral des troupes. Malgré ces adversités, Rojo ne perdit jamais la foi en la capacité des hommes et des femmes qui combattaient sous son commandement. À maintes reprises, il fit preuve d'une empathie et d'une humanité qui le distinguaient des autres chefs militaires. Il était conscient du sacrifice que chaque décision stratégique impliquait, et il cherchait à minimiser les pertes humaines chaque fois que possible. Le rôle de Vicente Rojo dans la guerre civile espagnole fut transcendantal. Dès les premiers jours du conflit, il se révéla être un leader exceptionnel, capable de transformer le chaos en ordre
et de maintenir vive la résistance républicaine face à un ennemi supérieur en ressources. Son ascension au rang de lieutenant général ne fut pas seulement une reconnaissance de son talent militaire, mais aussi un témoignage de son engagement indéfectible à la cause républicaine. Cependant, le poids de la guerre ne pesait pas seulement sur ses épaules en tant que stratège, mais aussi en tant qu'être humain. Chaque défaite, chaque perte et chaque décision difficile le marquaient profondément. Mais même dans les moments les plus sombres, Vicente Rojo continua d'avancer, guidé par un sens du devoir qui transcendait ses intérêts personnels. À cette étape de sa vie, Vicente Rojo se consolida non seulement comme l'un des grands stratèges de l'histoire militaire espagnole, mais aussi comme un symbole de la lutte pour la démocratie et la justice, en un temps de profonde adversité. Son héritage ne réside pas uniquement dans les batailles qu'il a menées, mais dans la détermination, l'humanité et la vision qu'il a apportée à une cause qu'il a considérée comme juste jusqu'au bout. Troisième partie, la fin de la guerre civile. En 1939, après 3 années de lutte intense, la guerre civile espagnole tirait à sa fin tragique. La République, épuisée et sans soutien international significatif, se retrouvait acculée face aux forces franquistes qui avançaient de manière implacable. Le peuple républicain, autrefois plein d'espoir et de détermination, voyait les lignes défensives tomber les unes après les autres. Au milieu de ce panorama désespéré, Vicente Rojo Luch, chef d'état-major de l'armée républicaine, travaillait sans relâche. Pendant des années, il avait organisé des stratégies, conçu des défenses et commandé des offensives dans une tentative désespérée d'équilibrer les forces face à un ennemi disposant de ressources et d'un soutien international supérieur. Cependant, la réalité était implacable. L'épuisement des troupes, le manque de fournitures et la division interne du camp républicain rendaient impossible l'inversion du cours des événements. Au début de 1939, le gouvernement républicain entreprit ses derniers efforts de résistance. Madrid, l'un des bastions les plus symboliques de la République, était sur le point de tomber. Rojo, conscient que la défaite était inévitable, maintint son engagement envers la cause jusqu'au dernier moment. Son objectif avait toujours été de préserver la vie de ses hommes et d'éviter des massacres inutiles, même au crépuscule du conflit. Le 1er avril 1939, Francisco Franco proclama la fin de la guerre. La République avait été vaincue, et l'Espagne était plongée dans une dictature qui durerait près de 4 décennies. Pour Vicente Rojo, ce fut l'un des moments les plus amers de sa vie. Cela ne signifiait pas seulement l'effondrement des idéaux pour lesquels il avait combattu, mais aussi la réalité que beaucoup de ses compagnons d'armes et de civils républicains subiraient des représailles. Malgré la reddition, Rojo décida de rester en Espagne pendant un court laps de temps, aidant à organiser le repli des troupes républicaines et garantissant que la transition vers l'exil soit la moins chaotique possible. Cependant, la menace de représailles de la part du nouveau régime l'obligea à chercher refuge hors du pays. Comme beaucoup d'autres leaders républicains, Rojo traversa la frontière vers la France, marquant le début d'un exil qui changerait sa vie à jamais. L'arrivée de Vicente Rojo en France ne fut pas un soulagement, mais un nouveau chapitre plein d'incertitudes. La France, bien qu'elle ait servi de refuge provisoire à des milliers de républicains, faisait face à ses propres défis politiques et sociaux à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Rojo rejoignit une communauté d'exilés espagnols qui partageaient non seulement les épreuves de l'exil, mais aussi l'espoir de pouvoir un jour retourner dans une Espagne libre. Cependant, le quotidien était dur. La plupart des réfugiés vivaient dans des conditions précaires, confrontés au manque de ressources et au rejet de certains secteurs de la société française. Dans ce contexte, Rojo se distingua comme un leader respecté. Sa figure ne représentait pas seulement la résistance républicaine, mais aussi la capacité d'organisation et de discipline. Il travailla sans relâche pour coordonner l'aide aux autres exilés, utilisant sa formation militaire et son esprit solidaire pour soulager les difficultés de ceux qui l'entouraient. Malgré la défaite, Vicente Rojo ne cessa de lutter pour les idéaux républicains. En exil, il devint une figure clé au sein du gouvernement républicain, qui opérait depuis l'étranger dans une tentative de maintenir vivante la légitimité du régime déchu.
Rojo participa à divers efforts pour réorganiser une résistance qui pourrait s'opposer au régime franquiste. Bien qu'il sache que les probabilités étaient minces, il s'engagea à maintenir le moral parmi les exilés et à planifier une possible reconquête. Cela incluait des contacts avec d'autres pays et des leaders internationaux, bien que le contexte mondial de la Seconde Guerre mondiale relégua la cause républicaine au second plan. Lors de réunions avec d'autres leaders républicains en exil, Rojo défendit la nécessité de l'unité entre les différentes factions politiques. Il était conscient que les divisions internes avaient été l'un des facteurs qui avaient contribué à la défaite de la guerre, et il chercha à éviter que ces tensions ne ressurgissent en exil. Les années passées en France furent marquées par la mélancolie de l'exil et le combat constant pour maintenir vivante une cause qui, avec le temps, semblait s'éteindre. Rojo réfléchissait souvent aux erreurs et aux réussites de la République pendant la guerre. Il reconnaissait les difficultés de diriger une armée dans des conditions aussi adverses, mais il était aussi fier d'avoir lutté pour un idéal de justice et de démocratie. Dans ses écrits et ses déclarations, Rojo a clairement indiqué que sa loyauté n'était pas liée à un parti ou à une idéologie spécifique, mais à la défense d'un système légitime et démocratique. Cette position fit de lui un symbole de la dignité républicaine, même dans les moments les plus sombres. Au fil des années, Vicente Rojo entretint des relations étroites avec d'autres exilés importants, tels que Negrin, Azaña et Prieto. Ces liens non seulement renforcèrent son rôle de leader en exil, mais lui permirent également de participer à des discussions clés sur l'avenir de l'Espagne. Cependant, les tensions internes au sein de la communauté des exilés ne disparurent pas, et Rojo dut faire face à des désaccords politiques et personnels qui reflétaient les mêmes divisions qui avaient affaibli la République. Malgré les difficultés, l'héritage de Vicente Rojo resta intact. Comme l'un des derniers hauts gradés républicains, sa figure transcenda la défaite militaire. Il était considéré non seulement comme un brillant stratège, mais aussi comme un homme intègre, engagé dans la défense de ses idéaux jusqu'au bout. Rojo comprit que son rôle dans l'histoire ne se limitait pas au champ de bataille, mais comprenait aussi la préservation de la mémoire républicaine pour les générations futures. Sa vie en exil fut un témoignage de résistance face à l'adversité, et son héritage reste une source d'inspiration pour ceux qui recherchent la justice et la démocratie en temps difficiles. Quatrième partie. Dernières années en exil. La Seconde Guerre mondiale changea la carte politique de l'Europe et par conséquent, altéra également la vie des exilés républicains espagnols. Pour Vicente Rojo Luch, qui avait consacré sa vie à la lutte pour la démocratie, la défaite des régimes fascistes en Europe apporta un mélange d'espoir et de désillusion. Avec la chute de l'Axe en 1945, de nombreux exilés pensaient que le régime franquiste serait le prochain objectif des démocraties occidentales, étant donné son affinité avec Hitler et Mussolini. Cependant, la guerre froide transforma les priorités internationales. Franco, habile dans sa diplomatie, réussit à se repositionner comme un allié utile contre le communisme, assurant la survie de son régime. Dans ce contexte, Vicente Rojo faisait face à une nouvelle réalité. La résistance républicaine en exil devait se réorganiser pour s'adapter à un monde où ses espoirs d'un retour immédiat en Espagne semblaient de plus en plus lointains. Mais Rojo, loin d'abandonner la lutte, se joignit avec une détermination renouvelée aux efforts pour maintenir vivante la cause républicaine. Après la Seconde Guerre mondiale, Vicente Rojo se consolida comme l'une des figures les plus respectées au sein de la diaspora républicaine. Son héritage de stratège militaire et sa réputation d'homme intègre firent de lui un symbole de résistance pour les exilés, tant en France que dans d'autres pays qui accueillirent les républicains. Il participa activement aux réunions organisées par le gouvernement républicain en exil, travaillant aux côtés de figures telles que Diego Martínez Barrio et José Giral. Lors de ces réunions, Rojo joua un rôle clé dans les tentatives d'unification des diverses factions républicaines, souvent fragmentées par des différences idéologiques. Pour lui, l'unité était essentielle s'il voulait maintenir vivante la cause et avoir une chance d'influencer l'avenir politique de l'Espagne. De plus, Rojo comprenait que la lutte ne pouvait se limiter au domaine militaire, comme durant les années de la guerre civile.
Désormais, le front était politique et international. Sa capacité à analyser les scénarios stratégiques et son habileté à arbitrer entre différentes positions firent de lui un conseiller précieux au sein du mouvement républicain en exil. L'un des rôles les plus marquants de Vicente Rojo durant cette période fut sa participation aux conversations avec les gouvernements étrangers. Bien que les puissances occidentales ne soient pas disposées à intervenir directement en Espagne, les exilés républicains cherchaient un soutien diplomatique et économique pour maintenir leur combat. Rojo devint un émissaire respecté, grâce à sa crédibilité et à sa capacité à exposer la situation espagnole de manière claire et convaincante. Malgré les obstacles, il travailla sans relâche pour maintenir la cause de la République à l'ordre du jour international, faisant appel aux principes démocratiques qui avaient guidé les Alliés pendant la guerre contre le fascisme. Au sein de l'exil, Vicente Rojo participa à diverses initiatives pour structurer une opposition efficace au franquisme. Cela incluait le soutien à des activités clandestines en Espagne, le renforcement des réseaux d'information et la création de comités républicains dans plusieurs pays. Bien que ces efforts aient rencontré d'énormes défis, de la répression du régime au manque de ressources, Rojo ne perdit jamais la foi en la fin prochaine de la dictature. Pour lui, la résistance n'était pas seulement une question de stratégie, mais aussi de principe. Maintenir vivante la mémoire de la République était une manière de contrer la narration imposée par le régime franquiste. Durant ces dernières années, Vicente Rojo consacra une grande partie de son temps à réfléchir sur l'avenir de l'Espagne. Bien qu'il n'ait jamais pu retourner dans son pays natal, il suivit de près les événements politiques et sociaux qui allaient en conduire à la transition démocratique. Rojo écrivit et parla fréquemment de l'importance d'une réconciliation nationale fondée sur la justice et le respect mutuel. Pour lui, l'objectif n'était pas seulement de renverser le régime franquiste, mais aussi de construire une Espagne où les divisions du passé ne se reproduiraient pas. Dans ses réflexions, Rojo précisa que sa lutte ne visait pas des individus, mais un système qui avait trahi les principes démocratiques. Il croyait fermement à la capacité des Espagnols à surmonter l'autoritarisme et à forger un avenir meilleur, même s'il savait que le chemin serait long et difficile. Vicente Rojo décéda le 15 juin 1970 en exil à Madrid, après une vie dédiée à la cause républicaine et à la défense des idéaux démocratiques. Sa mort marqua la fin d'une ère, mais son héritage continua de vivre parmi ceux qui partageaient sa vision d'une Espagne libre et juste. Au fil des ans, Rojo a été rappelé comme l'un des leaders les plus brillants et les plus engagés de la République. Son héritage transcende les défaites militaires et politiques, symbolisant la dignité et le sacrifice de ceux qui ont lutté pour la démocratie durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Espagne. Avec le temps, Vicente Rojo a reçu une reconnaissance plus large, même dans une Espagne qui a mis des décennies à se réconcilier avec son passé. Historiens et universitaires soulignent non seulement son génie stratégique, mais aussi son intégrité et son humanité. Dans les cercles républicains, son nom reste synonyme de résistance et d'espoir. Ses écrits et ses témoignages ont servi d'inspiration pour les générations suivantes, nous rappelant que, même dans l'adversité, il est possible de rester fidèle aux principes qui nous définissent en tant qu'individus et en tant que société. Et 5e partie, reconnaissance et héritage. Avec la mort de Francisco Franco en 1975 et le début de la transition espagnole, l'Espagne a entamé un processus complexe de réconciliation avec son passé. Dans ce contexte, la figure de Vicente Rojo Luch, relégué dans l'oubli durant les années de la dictature, a commencé à émerger comme un symbole de la résistance républicaine et de la lutte pour la démocratie. Durant le régime franquiste, la propagande officielle avait déformé son image, le présentant comme un ennemi de la patrie et comme le responsable de la défaite républicaine. Cependant, l'arrivée de la démocratie a permis aux historiens et aux citoyens de récupérer son héritage et de comprendre la profondeur de sa contribution à l'histoire de l'Espagne. Dans ce nouveau climat politique, la figure de Rojo a été réhabilitée comme celle d'un militaire brillant, d'un stratège incomparable et d'un homme de principe qui ne s'est jamais écarté de son engagement envers la légalité républicaine. Ce processus de réhabilitation n'a pas seulement restauré sa mémoire,
mais a aussi mis en lumière des aspects clés de la guerre civile qui avaient été ensevelis sous des décennies de silence imposé. La trajectoire militaire de Vicente Rojo Lluch a fait l'objet de nombreuses études académiques qui soulignent son génie stratégique et sa capacité à s'adapter aux complexités de la guerre moderne. Durant la guerre civile, son leadership en tant que chef de l'état-major de l'armée populaire de la République a été fondamental pour transformer une armée désorganisée en une force capable de résister pendant près de 3 ans aux troupes franquistes. Un des aspects les plus admirés de Rojo était sa capacité à planifier des opérations militaires dans des conditions extrêmement adverses. Des campagnes comme la bataille du Jarama, la défense de Madrid et l'offensive de Belchite sont des exemples de sa capacité à maximiser les ressources limitées de la République. Bien que la guerre se soit terminée par une défaite, les historiens s'accordent à dire que Rojo a réussi à prolonger le conflit bien plus longtemps que n'importe quel autre commandant n'aurait pu le faire. Son œuvre écrite, comme Au service de la République, a été une source inestimable pour comprendre à la fois sa pensée stratégique et les difficultés qu'il a rencontrées durant le conflit. À travers ses réflexions, se révèle non seulement le militaire, mais aussi l'homme profondément conscient de la souffrance que la guerre a apportée au peuple espagnol. Avec le passage des décennies, Vicente Rojo est devenu une figure centrale au sein du mouvement pour la récupération de la mémoire historique en Espagne. Ce mouvement cherche à honorer les victimes de la guerre civile et de la dictature franquiste, ainsi qu'à réhabiliter ceux qui ont lutté pour la démocratie. Dans ce contexte, Rojo représente la lutte pour les valeurs républicaines et la résistance face à un régime autoritaire. Sa figure a été sauvée comme un exemple d'intégrité et d'engagement, et son histoire sert de pont pour que les nouvelles générations comprennent la complexité du passé espagnol. Dans l'Espagne démocratique, Vicente Rojo a reçu de multiples hommages, qui soulignent son rôle dans l'histoire. Des rues, des places et des monuments portent son nom, spécialement dans les localités qui cherchent à rendre hommage à son héritage. Un des moments les plus symboliques a été la pose d'une plaque commémorative dans son village natal de Fuente la Higuera, rappelant un de ses fils les plus illustres. Sa vie et son œuvre ont fait l'objet de nombreux livres, documentaires et expositions qui ont contribué à maintenir vivante sa mémoire. Ces initiatives n'ont pas seulement aidé à diffuser son héritage, mais ont aussi servi à approfondir l'étude de la guerre civile et des défis auxquels la République a fait face dans sa lutte pour survivre. Dans le domaine militaire, sa figure a été reconnue comme celle d'un des stratèges les plus importants de l'histoire espagnole. Bien que pendant des décennies il ait été ignoré dans les académies militaires d'Espagne, aujourd'hui son héritage est étudié comme un exemple de leadership en temps de crise. L'héritage de Vicente Rojo Lluch transcende le domaine académique et militaire, impactant également la conscience collective des citoyens. Pour beaucoup de jeunes intéressés par l'histoire de l'Espagne, Rojo est devenu un symbole de résistance et de lutte pour les principes démocratiques. Dans les universités et les centres de recherche, sa vie continue d'être l'objet d'analyse et de débats. Son exemple inspire les historiens et les militaires, qui cherchent à comprendre non seulement les aspects techniques de sa stratégie, mais aussi les valeurs éthiques qui ont guidé ses décisions. De plus, son histoire personnelle, marquée par le sacrifice et la conviction, résonne dans une société qui lutte encore pour panser les blessures du passé. Pour beaucoup, Vicente Rojo incarne l'idée que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de rester fidèle à ses idéaux et de lutter pour un avenir meilleur. Le parcours de Vicente Rojo Lluch est un témoignage de la complexité de l'histoire espagnole et des luttes qui ont défini son chemin vers la démocratie. En tant que stratège militaire, son génie s'est démontré sur les champs de bataille de la guerre civile. En tant qu'homme, son intégrité et son engagement envers la légalité républicaine ont fait de lui une référence morale pour ceux qui partageaient sa vision d'une Espagne libre et démocratique. Bien qu'il n'ait pas vécu pour voir la transition, son héritage demeure vivant dans l'Espagne moderne. Vicente Rojo n'est pas seulement rappelé comme un brillant stratège, mais aussi comme un homme qui a dédié sa vie à la cause républicaine et à la défense des valeurs démocratiques. Son histoire nous invite à réfléchir sur le coût de la liberté
et l'importance de préserver la mémoire de ceux qui se sont battus pour elle. Vicente Rojo symbolise la lutte pour la démocratie dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Espagne. Sa figure, rescapée de l'oubli grâce aux efforts des historiens, des citoyens et des mouvements de mémoire historique, est un rappel que la résistance face à l'autoritarisme est possible même dans les circonstances les plus adverses. Aujourd'hui, sa vie sert d'inspiration non seulement pour ceux qui étudient la guerre civile espagnole, mais aussi pour ceux qui cherchent à construire un monde plus juste et démocratique. Son nom perdure comme un phare d'intégrité et de bravoure, éclairant le chemin vers un avenir où la mémoire, la justice et la réconciliation seront les piliers fondamentaux de la société. Vicente Rojo Luch, un stratège, un combattant, et surtout, un symbole éternel de la résistance républicaine. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et partager la vidéo pour atteindre plus de monde, et que ce projet puisse continuer à grandir. À bientôt frères d'armes.